Alors, l'écho Doppler, comme toujours, ce qui sert à rien pour les uns sert à tout pour les autres. Et donc, dans les bilans des fistules artério-veineuses, il y a différents chapitres. Le docteur Bosc vous a parlé déjà de la maturation, mais il y a aussi toutes les dysfonctions. Alors, on ne va pas tout passer en revue parce qu'on y est encore demain, mais grosso modo, la majorité des demandes d'examen, en dehors de l'évaluation de la maturation, qui n'est pas forcément demandée par un néphrologue, mais souvent par les chirurgiens qui ont fait la fistule, c'est le saignement, le débit, les douleurs et l'ischémie. C'est quasiment ce qui revient le plus souvent. Le principal problème, c'est de faire des diagnostics de sténose qui soient fiables. Et si on veut avoir des diagnostics de sténose fiables, il faut maîtriser les outils qui sont le Doppler couleur, le Doppler énergie et le Doppler pulsé en priorité, pour pouvoir faire des pics de ratio systolique. Alors, quand on a une sténose, vous voyez, c'est moche, c'est très très laid. Pourquoi est-ce que c'est très laid? Parce que lorsqu'il y a une sténose qui est serrée, qui est significative, il y a ce qu'on appelle un blooming, c'est-à-dire qu'il y a une dispersion de l'énergie dans la sténose qui provoque la perte de charge. On en reverra ça avec l'effet Bernoulli. Et donc, quand on a ça, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et il va falloir le quantifier. Pour le quantifier, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, il y a le Doppler, c'est l'hémodynamique. On va faire un ratio de vitesse entre l'amont et la zone de jet sténotique. Et quand on a un ratio de vitesse, un PSV ratio qui est supérieur à 3, on sait que globalement, on a une sténose qui est largement supérieure à 50% en diamètre, c'est-à-dire 75% en surface, qui est déjà une sténose qui devient significative. Et puis si on veut imager correctement la sténose, eh bien, il va falloir faire quelques manœuvres de compression pour mieux dégager le diamètre résiduel. Et pour dégager le diamètre résiduel, c'est très simple. Il suffit de supprimer le blooming. Et comment on supprime le blooming? En supprimant le débit. Donc on fait une compression d'aval et on a le moule de la sténose, le luminogramme qui est là, ce qui vous permet de calculer le diamètre résiduel. Et on sait qu'il y a des critères de sténose, comme il a été rappelé tout à l'heure, PSV ratio supérieur à 3, diamètre résiduel inférieur à 3 mm, warning, si le débit en plus diminue et si l'index de résistance sur le versant artériel de l'inflow monte au-dessus de 0,7, on sait que ce sont des sténoses qui sont très serrées et qui ont un retentissement hémodynamique majeur. Il a été défini des diamètres critiques qui marchent uniquement pour les sténoses juxtanastomotiques et qu'on va surtout calculer lorsqu'il y a un retard de maturation. On sait que depuis le travail de Fartage, qui a été très bien fait, il y a un diamètre résiduel de 2,7 mm et globalement le seuil au-delà duquel il va falloir agir parce qu'on commence à être dans les zones critiques, bien que le diamètre résiduel réellement critique soit inférieur à 2 mm. C'est-à-dire jusqu'à 2 mm, on ne peut pas faire passer facilement un litre de débit, en fonction des conditions d'aval. Alors, les dysfonctions précoces, c'est essentiellement les retards de maturation. Et là également, on va avoir quelques disparités dans les interprétations et dans les recommandations. D'une part, pour l'évaluation à 4 ou 6 semaines, les recommandations européennes sont absolument formelles. Elles disent qu'il faut faire un écho-Doppler avant de faire les premières cannulations et les premières utilisations de la fistule, ou avant, ce qu'on oublie souvent, le second temps d'une fistule, notamment lorsque c'est des fistules basiliques qui sont faites en 2 temps, bien, il est utile de faire un examen avant le deuxième temps basilique pour être sûr qu'il n'y a pas de grosses lésions qui risquent de se décompenser après la superficialisation. Alors l'écho-Doppler, ça va vous donner 3 critères. Le débit, ça c'est fondamental, le calibre acquis des vaisseaux et leur profondeur. Et avec ces 3 critères-là, on peut prédire quel sera le besoin ou non de gestes complémentaires, de gestes de correction d'une éventuelle lésion. Alors, on n'a parlé que des critères d'Oki, mais ces critères d'Oki sont un peu has-been actuellement, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à certains critères qui sont les critères du UAB, c'est-à-dire pour University of Alabama at Birmingham, qui étaient des critères beaucoup moins restrictifs que les critères des DOCI, avec des 3-6 des DOCI. On se retrouve avec l'UAB
qui a des critères de veine beaucoup plus petites, 4 mm, 5 mm éventuellement pour certaines séries, des débits inférieurs, 500 ml, et une profondeur de 5 mm. Donc, quand on compare le besoin de faire des gestes complémentaires, quand on utilise comme critères de maturation les DOCI et l'UAB, eh bien, on s'aperçoit qu'on diminue d'environ 20% la nécessité de gestes de correction lorsqu'on utilise UAB par rapport à DOCI pour les fistules distales. Et c'est donc intéressant d'utiliser ces critères puisqu'on va éviter d'emmener à des gestes de correction, à des angioplasties, environ 20% des patients qui auraient des fistules qui auraient été tout à fait utilisables. Alors, dans les années 2000, il y avait beaucoup d'études angiographiques, puisque l'échodoppler n'était pas encore aussi répandu que maintenant. Et quand on regardait les opacifications qui étaient faites dans les retards de maturation, eh bien, plus d'un tiers des patients n'avaient aucune lésion décelable à l'opacification, alors qu'ils avaient visiblement un retard de maturation, ou en tout cas une fistule qui n'était pas ponctionnable. Et c'est simplement pourquoi ? Parce que l'angiographie, ça n'explore pas les parties molles. Et que le jour où on a commencé à regarder qui était à profondeur des veines, eh bien on s'est aperçu que ces fistules dites immatures étaient parfaitement matures, mais qu'elles étaient simplement profondes et qu'il fallait soit les ponctionner sous échographie, soit les superficialiser, comme ça vient de vous être montré. À telle enseigne que dans les derniers DOCI, on a cette forte conclusion, qu'on accepte le fait qu'une fistule profonde n'est pas une fistule immature, ce qui est quand même un progrès. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'amuser à ponctionner des fistules qui sont profondes ? Eh bien, vous voyez ici, on a une fistule qui marche très très bien, sur le côté droit de l'écran, et cette fistule, elle est profonde, alors malgré un développement qui est parfait. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les ponctionner ? Parce qu'on va aboutir à ces catastrophes. Vous ponctionnez cette fistule, il va y avoir un hématome qui va diffuser avec une diffusion le long de la veine, qui va la repousser encore plus profond, comme on le voit ici. Et à ce moment-là, il va être obligé d'attendre 1 mois à peu près pour que l'hématome régresse, et puis qu'on puisse éventuellement la superficialiser, et qui sera dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce qu'il y aura forcément des réactions de liposclérose autour de la veine, et que la superficialisation va s'avérer bien plus problématique. Alors, quand on regarde les retards de maturation pour les fistules au poignet, eh bien, les choses ont beaucoup changé en moins d'une génération. C'est que quand j'ai commencé à faire des explorations vasculaires pour ces patients, il y avait, disons, 8 à 10% de patients qui avaient des retards de maturation d'origine artérielle. Alors que 20 ans plus tard, les retards de maturation d'origine artérielle ont explosé. Et on trouve des lésions artérielles plus ou moins sévères, mais en tout cas nettes, chez à peu près un patient sur 2 qui a un retard de maturation. Et ça, c'est dû au vieillissement de la population. Alors que les taux de sténose juxta-anastomotique, qui restent un des gros points qui est en cause dans les retards de maturation, ce sont les sténoses juxta-anastomotiques du versant veineux de l'anastomose, qui représentent toujours près de 60% pour les fistules distales. On a une explosion des lésions combinées dont on parlait tout à l'heure, à savoir que plus d'un tiers des patients ont des lésions à l'origine des retards de maturation qui sont à la fois artérielles et veineuses, et donc on ne peut pas se permettre de ne pas les traiter. Alors les types de lésions qu'on a sur les artères de l'avant-bras, c'est typiquement ça, des artères qui sont devenues moniliformes par un défaut de remodelage, parce qu'elles sont assez calcifiées, sont très infiltrées, et une partie se dilate, la partie la moins malade va se dilater, s'adapter, mais la partie malade ne va pas s'adapter et va devenir moniliforme avec des sténoses qui sont souvent des sténoses étagées, qui sont essentiellement l'apanage des diabétiques, des vieux diabétiques, soit le tiers distal de l'artère radiale, soit souvent le tiers intermédiaire, avec des lésions souvent un peu moins calcifiées, comme c'est le cas ici, où il y a très peu de calcification, mais une grosse prolifération endoluminale. Alors, ces sténoses juxta-anastomotiques, depuis Chaudhury, la messe était dite, et c'était forcément toujours des hyperplasies myo-intimales. Or, ce n'est pas vrai. Les hyperplasies myo-intimales, ça existe, il y en a même beaucoup, mais elles ne représentent pas la totalité des sténoses juxta-anastomotiques. Vous voyez ici typiquement ce qu'est une hyperplasie myo-intimale, qui est une lésion de construction endoluminale avec un épaississement pariétal important, qui est très souvent excentré, comme vous le voyez ici en coupe transversale. Mais il n'y a pas que ça.
ici, on a parlé tout à l'heure des hématomes. C'est rare, mais ça existe. Il y a des hématomes qui s'enquistent parfois. Et ici, on a cette sténose anastomotique du versant veineux d'anastomose qui est due à un hématome enquisté, ici, qui est très important. Mais on a également les problèmes des partimoles, et ça rejoint les patients qui sont un peu trop enveloppés, qui n'ont pratiquement aucune hyperplasie, malgré une sténose qui est due aux contraintes extrinsèques, à la constriction, qui est due à la densité des partimoles et de la graisse qui engaine cette veine qui a été forcément disséquée avec des réactions de fibrose. Et puis, il y a une des causes très importantes de sténose, qui sont les constrictions pures, sans aucune hyperplasie, et qui correspondent pratiquement toujours au swing point ou au croisement avec la cicatrice lorsque le chirurgien a fait ce genre de choses, où la veine a été déroutée, il a fait une incision transversale et la veine sous la cicatrice qui peut devenir un petit peu hypertrophique, voire kéloïde chez certaines populations, eh bien ça donne une sténose qui n'a rien à voir avec l'hyperplasie. Alors je ne sais, on pourra parler de la publication de Chaudhuri qui quand même a mis 100% d'hyperplasie myo-intimale et la messe était dite, il n'y avait plus rien à faire. Lorsqu'on fait le premier bilan après la création de la fistule pour l'évaluation de sa maturation, eh bien on peut détecter des lésions qui évolutivement vont pouvoir poser des problèmes. Et ces lésions sont essentiellement des lésions intermédiaires valvulaires, comme ici vous voyez, que l'on voit très bien en mode B avec le vortex de transvalvulaire, mais également avec l'analyse de variance en Doppler couleur, l'analyse en Doppler pulsé qui montre un ratio de pic de vitesse systolique de 6. Alors, il est évident que là, la fistule s'est quand même bien dilatée, que le débit n'est pas mauvais, mais évolutivement, on sait très bien que ça va se compliquer de sténoses très serrées qui peuvent, si on pique dedans, et c'est souvent, comme je vais vous le montrer après, à l'occasion de la ponction malencontreuse d'une sténose, qu'on va avoir une thrombose, ou en tout cas le développement d'un caillot. Au terme du premier processus d'évaluation, eh bien, après la création, on fait l'écho Doppler à 4 à 6 semaines, soit on a une fistule qui est mature, avec tous les critères ad hoc, une profondeur correcte, inférieure à 6 mm. On peut faire une cannulation dans ces cas-là. Si la fistule est d'une profondeur intermédiaire, actuellement, l'alternative, c'est soit la superficialisation, soit la ponction éco-guidée pour éviter de délabrer la fistule, mais c'est sûr qu'il ne faut pas les piquer à l'aveugle parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Et puis, toutes les fistules qui sont vraiment très profondes, autour de 8-10 mm, eh bien, celle-là, même la ponction éco-guidée, compte tenu de la perte de longueur qu'on va avoir et de l'angle, eh bien, il vaut mieux les superficialiser dans de bonnes conditions. Ce sera beaucoup plus utile. Et puis, si cette fistule est immature, avec des lésions de sténose, eh bien, en général, la chirurgie est de moins en moins pratiquée, mais la balloon assisted maturation est la règle. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a évalué cette maturation et que le patient a été dialysé, eh bien on n'a pas fini puisqu'il y a un certain nombre de lésions qui vont évoluer. Alors ces lésions sont des lésions qui peuvent être des lésions valvulaires, comme ici, avec une cuff valvulaire qui devient très fibreuse et qui va se fixer à la paroi par souvent des ponts de fibrine. Mais on peut avoir des sténoses qui sont centrées avec des cuves valvulaires, les deux cuves valvulaires qui se mettent à fusionner, et donc on a une sténose qui devient assez serrée avec un jet sténotique important. Et voilà ce qui se passe lorsque, malencontreusement, la sténose est méconnue. On a eu la chance de choper ça, la sténose valvulaire est méconnue, et on continue à ponctionner le patient, et si on a la malheureuse idée de mettre l'aiguille là-dedans, dans la sténose, et bien voilà ce qui se passe, on va avoir un caillot qui se développe, et un jour ou l'autre, ça thrombosera complètement. Donc, ça vaut le coup de screener correctement les abords vasculaires et surtout d'explorer correctement les lésions dans les zones valvulaires. Vous voyez ici un gros caillot qui s'est développé et qui va nous poser quelques soucis itérativement. Alors, parfois, ces patients ne thrombosent pas, mais les néphrologues nous les envoient parce qu'ils ont des soucis de dialyse, ils ont des soucis de pompe, ils ont des problèmes de caillotage dans une ligne, etc., c'est parce que de temps en temps, on trouve que l'aiguille a été vraiment mise dans la zone où il y a le caillot en battant de cloche et qui vient boucher le chat de l'aiguille.
Il n'y a pas que des sténoses qui sont des sténoses valvulaires ou des sténoses par hyperplasie, on a aussi des compressions extrinsèques, et c'est le cas classique des sténoses de la veine basilique terminale, proximale, où on a des trousseaux fibreux, des aponevroses qui viennent, en dehors de tout phénomène d'hyperplasie myo-intimale, entraîner une compression de la veine et une sténose qui explique pourquoi, lorsqu'on les dilate, eh bien, elles vont revenir aussi vite. Il y aura un recoil aussi vite qu'on aura donné le premier coup de ballon, et ça se termine régulièrement par des stents. Ces trousseaux fibreux périveineux pour moi, c'est l'apanage des veines basiliques, essentiellement à la terminaison de la supercilisation, comme on voit ici, cette veine qui est engainée dans un tunnel. Mais ce n'est pas une sténose très serrée, c'est une sténose qui est fonctionnellement très serrée avec une hyperpression veineuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un débit qui est trop élevé. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, il faut savoir éviter de donner des coups de ballon et régler le problème du débit lorsque le patient est en hyperdébit, puisque l'hyperdébit, c'est lui qui va générer l'hyperpression et le gradient de pression transsténotique. Alors les fistules céphaliques, elles ont, comme chacun sait, un gros talon d'Achille, c'est leur crosse, et la terminaison de la veine céphalique, le final arch of cephalic vein, c'est l'endroit où se développent préférentiellement les sténoses. On sait qu'il y a plusieurs segments qui ont des types de lésions qui sont un peu différentes, et il y a des lésions qui sont surprenantes et que l'angiographie est tout à fait incapable d'imager et d'objectiver. Ici, c'est une sténose de la veine céphalique, terme de la crosse de la veine céphalique, qui est en partie due à des lésions valvulaires, mais très peu importantes, mais surtout qui va être due à la compression par une artère, la jonction axillo-sous-clavière, qui va pousser sur l'artère. Et en fonction de la position du bras, eh bien, en fonction de la position du bras, la sténose va ou apparaître très serrée ou apparaître extrêmement modérée. Et c'est un des écueils de l'examen clinique, car dans ces cas-là, la manœuvre du bras levé va entraîner une fistule qui ne se vide pas, ou qui ne se vide pas bien. Donc on pense qu'il y a une sténose réelle de la terminaison de la veine céphalique, alors que c'est en fait une compression extrinsèque. Et c'est pourquoi, si on suit Carl Hilling, qui a beaucoup travaillé sur la question du syndrome du défilé thoraco-brachial, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le sous-estimer, car il entraîne un certain nombre de problèmes, et notamment sur la jonction axillo-sous-clavière et la crosse céphalique. Ici, on voit qu'il y a une sténose de la terminaison de la veine céphalique, et puis on a un stent qui a été mis, et on voit que comme en fait la sténose se trouve dans le défilé thoraco-brachial, le stent il a réussi à un peu reculer, et la sténose elle est toujours là. Donc il faut savoir explorer ces patients et ne pas passer à côté des syndromes du défilé. Voici un autre exemple de ce qu'est le faux positif de la manœuvre du bras levé. Vous voyez ici en position indifférente, il n'y a pas de sténose. En position bras levé, on a une sténose avec le classique bec de canard ou bec de flûte, et qui fait que la fistule ne se vide pas alors qu'elle n'a aucune lésion intrinsèque. Alors, on a connu, et ça continue d'ailleurs, à mettre beaucoup de stents dans les sténoses et des abords vasculaires, et il y a un certain nombre de complications qui sont inhérentes aux stents. On a les sténoses qui sont dues à l'hyperplasie myo-intimale dans intrastent, mais il y a les compressions, il y a les fractures de stent, les dislocations, voire les expositions à la peau. Alors voilà l'exemple typique de ce qu'est un stent qui a une hyperplasie et une resténose intrastent sévère. Vous voyez que ici, c'est ce qu'on trouve quand un chirurgien a le courage d'aller chercher le stent, parce que souvent, par curiosité, il a envie d'aller voir. Eh bien, on voit ici, très bien en imagerie de flux, en Doppler couleur, en Doppler énergie, essentiellement, le luminogramme avec la sténose diffuse intrastent par hyperplasie myo-intimale. C'est devenu tout à fait courant. Mais il y a également des stents qui ne supportent pas, et c'est toujours le problème de cette jonction axillo-sous-clavière. Lorsque l'on s'amuse à mettre des stents dans la terminaison de la veine céphalique ou dans la veine sous-clavière, il ne faut pas oublier qu'il y a un espace qui est incompressible. Cet espace, s'appelle un défilé thoraco-brachial qui comprend plusieurs éléments, la fente costoclaviculaire et le défilé des scalènes. Et il n'est pas exceptionnel de voir comme ici, une resténose au bout du stent qui est comprimée, qui s'est laminée dans le défilé thoraco-brachial. Alors les fractures de stent, eh bien, en voilà une.
voyez, le stent est disloqué, on ne voit plus le liseré complet du stent. Quand on regarde ici, on voit qu'il y a un bout qui est complètement plus du tout adhérent à la paroi et qu'il a même capoté complètement. Et vous voyez ici, en coupe longitudinale, la fracture du stent et sa dislocation, que théoriquement on va voir comme ça. Vous voyez, les stents, ça résiste quand même pas forcément à tout, même s'il y a eu beaucoup de progrès dans le stenting. Alors, la dégénérescence anévrismale, c'est très fréquent également. Jean-Yves vous en a montré ce matin beaucoup. Le diagnostic il est cliniquement évident. Les définitions sont assez floues. Il y en a qui parlent de plus de 16 mm, d'autres qui parlent de plus de 20 mm, d'autres qui disent que c'est quand elle fait 2 à 3 fois le calibre normal du vaisseau. Toujours est-il que les dégénérescences anévrismales, le premier réflexe, c'est de bien évaluer le débit, car il est exceptionnel de ne pas avoir d'hyperdébit. Et l'évolution, ça peut être des faux anévrismes. Alors, il y a des patients qui sont cannulés dans ces faux anévrismes, et donc quand on voit comment ça se passe, quand on voit on a l'impression d'être devant un hublot de machine à laver, faux anévrisme qui est inflammatoire, très inflammatoire, voire septique, mais ces patients souvent sont très longtemps dialysés sur ces faux anévrismes, et il n'est pas étonnant que d'une part la qualité de dialyse s'en ressente parce qu'il y a une recirculation évidente, puisqu'il y a une inefficacité circulatoire dans ces faux anévrismes saxiformes, mais également un risque septique important avec des risques de septicémie. On voit des choses absolument surprenantes dans ces faux anévrismes, et avant que le diagnostic ne soit fait, c'est souvent parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires et que la peau s'abîme beaucoup. Et ce patient, il avait été dialysé pendant des mois dans un faux anévrisme qui est ici, avec la particularité que c'est un faux anévrisme qui a 2 orifices d'entrée. Un en bas. Vous voyez, comme qu'on va le voir après sur la phlébographie, il y a un en haut et un en bas. Donc, il n'avait pas une trop mauvaise qualité de dialyse parce qu'il n'y avait pas une recirculation majeure, mais par contre, il était dialysé que dans une fausse poche, dans un faux anévrisme qui n'avait pratiquement pas de paroi. Et quand on voit ça, on commence à être inquiet parce que l'exposition à la peau est proche. Et de temps en temps, dans ces anévrismes, on a également la surprise, on nous les envoie alors que visiblement la fistule est plutôt bien développée. Et les néphrologues et les infirmières ont quelques surprises en disant « mais on a du mal à ponctionner le malade ». Ben ouais, quand on voit ce qu'il y a là-dedans, avec un énorme thrombus en battant de cloche dans ce faux anévrisme, bien on peut comprendre que si on plante les aiguilles là-dedans, ça ne va pas circuler facilement. Alors, les sténoses, on en a déjà parlé, mais il y a les hyperpressions veineuses et surtout les hyperpressions veineuses menaçantes avec des risques d'hémorragie. Et voici l'exemple d'un patient qui a des ectasies avec une hyperpression veineuse qui est consécutive à une sténose d'aval et surtout cette sténose, bien sûr, elle est très serrée, elle génère une hyperpression majeure, mais surtout quand on regarde bien, et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on regarde la paroi de cet anévrisme, eh bien, il n'y en a plus. Il n'y a plus de paroi, il y a ici une rupture de la continuité, et ça, c'est des patients qui sont à risque d'hémorragie, comme on peut le voir sur ce type de patient où, quand on fait sauter le caillot, le bouchon, eh bien, ça va saigner, la rage. Et le patient, il y a un certain nombre de patients, qui vont mourir d'hémorragie dans leur lit ou chez eux parce que le bouchon a sauté ou qu'on l'a fait sauter. Et là, ici, on voit une rupture complète de la paroi veineuse qui est seulement colmatée par le plug que constitue le caillot. Alors là également, vous voyez que l'écho Doppler, ça peut vous rendre service afin de mieux explorer les dysfonctionnements de fistules et comprendre ce qui se passe et éventuellement donc pouvoir les améliorer par le traitement adéquat, qu'il soit radiologique ou chirurgical. Je vous remercie.